Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on fait un petit voyage dans le temps. Direction le 19e siècle en France. Une époque de grande révolution, de progrès industriel, mais pour la moitié de la population, c'était aussi et surtout un siècle vécu sous tutelle. On va voir ensemble comment les femmes se sont battues pour leurs droits, dans une société qui, franchement, ne leur en accordait pas beaucoup. Allez, c'est parti. Essayez d'imaginer un monde où, quoi que l'on fasse, la loi nous considère comme une personne mineure, toute sa vie. Eh bien, c'était ça la réalité pour les femmes au 19e siècle. La grande question, c'est comment ont-elles fait pour se battre et changer ça? On va suivre leur combat pas à pas. Pour bien comprendre l'ampleur de ce combat, il faut d'abord saisir le point de départ. D'où est-ce qu'on part? Et tout commence avec la loi qui instaure un statut d'infériorité pour toutes les femmes. À la base de tout ça, il y a le fameux Code civil de 1804. C'est un peu la Bible juridique de l'époque, voulue par Napoléon. Il organise toute la vie des Français et pour les femmes, il définit une place très très claire, celle de la dépendance. Et s'il y a un mot à retenir, c'est celui-ci, mineur. Une femme est considérée comme une mineure juridique à vie. Concrètement, ça veut dire qu'elle dépend d'abord de son père, et puis, une fois mariée, elle passe sous l'autorité de son mari. En gros, l'autorité change de main, mais la dépendance, elle, reste exactement la même. Alors, dans la vie de tous les jours, ça donne quoi? Eh bien d'abord, aucun rôle dans la vie politique, ça, c'est une évidence. Mais au quotidien, c'est une vie entière passée sous l'autorité d'un homme. Impossible de gérer son propre argent, de signer un contrat ou même de travailler sans demander la permission. Le mot qui résume tout, c'est vraiment l'absence totale d'autonomie. Mais attention, ce cadre légal hyper rigide va être bousculé par une force énorme, la révolution industrielle. D'un coup, la société a besoin de bras et les femmes vont entrer en masse dans le monde du travail. Et ça va tout changer. Et ce n'est pas un petit changement, hein. Regardez bien ce chiffre. En 1906, les femmes représentent 38% de la population active en France. C'est énorme. On assiste à un vrai basculement. Les femmes ne sont plus seulement à la maison, elles deviennent une force de travail indispensable pour le pays. Cette arrivée dans le monde du travail ouvre de nouvelles portes, c'est vrai. Des métiers comme institutrice, infirmière ou pour les toutes premières, médecins deviennent accessibles. Mais attention, opportunité ne veut pas dire égalité, loin de là. Non seulement les salaires sont bien plus bas que ceux des hommes, mais en plus, une femme mariée ne peut même pas disposer librement de l'argent qu'elle a elle-même gagné. C'est son mari qui contrôle. Donc, on a une situation qui devient carrément intenable. Plus de travail, oui, mais toujours aucun droit. Forcément, la contestation s'organise. Et c'est là qu'on assiste à la naissance d'un mouvement qui va prendre le nom de féminisme. Le mot féminisme peut parfois faire débat, mais à la base, l'idée est toute simple, comme le montre bien la définition de l'époque. C'est un mouvement qui milite pour améliorer la condition des femmes. L'objectif, hier comme aujourd'hui, c'est l'égalité des droits, tout simplement. Et ce mouvement, il est porté par des figures marquantes, des femmes incroyables. Prenez Louise Michel, par exemple. C'est une institutrice et elle devient une combattante de premier plan pendant la Commune de Paris en 1871. Son engagement montre bien que les femmes ne se contentent plus de demander, elles agissent au cœur des grands bouleversements politiques. Une autre pionnière absolument essentielle, Hubertine Auclair. Elle, son grand combat, c'est le droit de vote. C'est une des toutes premières suffragettes en France. Et pour se faire entendre, elle n'hésite pas à faire des actions coup de poing, comme aller briser des urnes le jour des élections, pour dénoncer cette démocratie qui exclut la moitié de la population. Ce qui est super important de comprendre, c'est que ce ne sont pas juste quelques femmes isolées, non. Le mouvement prend de l'ampleur, il s'organise. Cette photo d'une manifestation à Vienne en 1911, elle le montre bien, les femmes descendent dans la rue et elles deviennent une force politique visible partout en Europe. Bon, toutes ces manifestations, tous ces articles, tous ces combats, est-ce que ça a servi à quelque chose au final? La réponse est oui. Le combat était long, très long, mais les premières conquêtes ont fini par arriver. À la fin du 19e et au tout début du 20e siècle, on a des avancées vraiment significatives. En 1880, la création des lycées pour filles, c'est un pas de géant pour l'accès à l'éducation. En 1884, on rétablit le divorce. Et puis la loi de 1907, c'est une vraie révolution. Pour la première fois, une femme mariée peut enfin contrôler son propre salaire. Et chacune de ces lois, en fait, c'est un pas de plus vers un objectif encore plus grand, l'émancipation. C'est un mot super important. Ça veut dire quoi? C'est l'action de se libérer d'une domination. Chaque nouvelle loi, c'est une petite chaîne qui se brise. Mais il reste un combat majeur, le plus symbolique de tous, celui pour le droit du vote. Et pour ça, cette carte est hyper parlante. Elle nous montre la situation en Europe au début du XXe siècle. Et là, la carte nous montre un paradoxe assez fou. On voit des pays pionniers, comme la Nouvelle-Zélande ou la Finlande, qui accordent le droit de vote aux femmes très tôt.
Et pendant ce temps-là, en France, la fameuse patrie des droits de l'homme, le suffrage est dit universel depuis 1848, sauf qu'on a juste oublié la moitié de la population, il est exclusivement masculin. On termine donc sur cette question. Alors que des femmes votaient déjà à l'autre bout du monde ou même en Finlande, en France, le combat était encore loin, très loin d'être gagné. La question reste ouverte. Pourquoi, au pays des droits de l'homme, a-t-il fallu attendre si longtemps ? Merci d'avoir suivi cette analyse. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. À très bientôt.